La parole est à toi. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour à toutes, puisqu'il y a principalement des femmes là pour l'instant de connectées. Donc, je suis Cécile Torgue, je suis conseillère en évolution professionnelle. Je participe à l'aventure du CEP depuis le tout début, depuis janvier 2020, donc l'année dernière. Et c'est avec grand plaisir que je vais partager avec vous le quotidien de mon activité professionnelle et à savoir des problématiques qui concernent absolument tous les salariés du droit privé, ainsi que les travailleurs indépendants, quand ils ont un désir d'évolution professionnelle, à savoir donc la formation et ses modalités de financement. Alors, euh, ce webinaire qui s'inscrit donc dans le cadre des lundis du CEP, donc un rendez-vous hebdomadaire qui a pour but d'informer sur toutes les thématiques qui traversent le CEP. Ce webinaire a choisi aujourd'hui de focuser sur les salariés saisonniers. Et pourquoi les salariés saisonniers? Ça nous paraissait important, effectivement, de rappeler que ce n'est pas parce qu'on est en CDD qu'un salarié n'a pas le droit de pousser la porte du bureau d'un CEP pour partager avec lui son désir d'évolution professionnelle. Voilà, ça nous semblait aussi très important parce que c'est une problématique, c'est une caractéristique du marché du travail dans notre région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et que eh bien, c'est la période. Les recrutements des saisonniers vont commencer. Ça commence, le marché du travail frémit. Voilà un petit peu. Je ne vais pas obliger d'animer, d'avancer mon PowerPoint en même temps. Me voici directement, donc je vais attaquer dans le vif du sujet. Alors, le travail saisonnier, caractéristique importante de la région PACA, malgré la situation sanitaire d'ailleurs. La définition du travail saisonnier, c'est qu'il se caractérise par l'exécution des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie. Donc ça concerne tous les métiers en général, on pense tout de suite à l'hôtellerie et restauration. On a décidé d'être résolument optimiste au cours de ce webinaire. Donc, forcément, les recrutements en hôtellerie et restauration vont repartir prochainement. Et ça commence. J'ai été connectée à des sites de recherche d'emploi encore ce matin. Ça y est, les premières offres d'emploi sont là. Donc, les saisonniers, ça concerne de manière générale donc l'hôtellerie et restauration, saisonniers, cuisiniers, serveurs. Il y aura aussi tout ce qui concerne les professions agricoles, récolte, cueillette, les vendanges. On recrutera aussi des saisonniers dans toutes les activités touristiques, les modes de vie collectifs. Donc, les centres de loisirs, on va avoir besoin d'animateurs, d'agents d'entretien, d'agents polyvalents, etc., etc. Alors, un point sur lequel vous donnez des chiffres un peu plus précis que ça. Donc, on va s'appuyer sur, pardon, je reviens en arrière, je suis allée un peu trop vite, on va s'appuyer sur l'enquête des besoins en main-d'œuvre de Pôle emploi de l'année dernière, où pendant l'année 2020, c'est-à-dire en pleine crise sanitaire, alors qu'on se prenait de plein fouet la Covid-19, Pôle emploi enregistre à ce jour 281 580 projets de recrutement, dont 42,2% d'emplois saisonniers. Donc encore une fois, le poids des saisonniers est très important. Mais surtout, je voudrais souligner aussi votre attention sur ces 281 580 projets en 2020. On en a enregistré 20 000 de plus qu'en 2019, qui en comptait 261 000 à peu près. Donc, insister lourdement, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Il y a du travail en PACA. La diapositive qui suit, on l'a trouvée intéressante pour vous la montrer, pour vous rappeler traditionnellement où se situent les grands bassins d'emploi en PACA, donc à savoir Aix-en-Provence, Marseille, Orange,
Hein, excusez-moi, j'ai mon économie. Voilà. Gap, Aix-en-Provence, Marseille, Orange et aussi des zones d'emploi qui se sont développées. Ce sont des zones transrégionales, voilà, que la DARES a repérées lors du dernier découpage en septembre 2020. Donc ces zones d'emploi, elles sont porteuses d'une activité intense. Il y a beaucoup d'échanges qui se font dans ces zones-là. On va noter notamment la zone Aix-en-Provence-Marseille, où à peu près une personne sur deux réside et travaille dans ce bassin d'emploi. C'est une caractéristique, ça aussi, de la région PACA. Les résidents, les actifs occupés résident dans les communes principales et vont également y travailler. Voilà. Voilà un petit peu sur les caractéristiques régionales de l'emploi. Alors, on continue face à ces projets de recrutement qui sont réels, qui sont importants. On va interpeller donc les salariés saisonniers et en leur demandant, en attirant leur attention, s'ils ont envisagé éventuellement l'étape formation, de manière à être le plus en adéquation possible aux besoins des entrepreneurs. Allez. On continue, donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc encore une fois, le mode d'entrée, c'était le travailleur saisonnier. Mais ce que je vais dire maintenant, ce que je vais évoquer, ce qui est un des quotidiens d'information que je délivre dans mon cadre de travail, ce qui va suivre maintenant s'adresse absolument à l'ensemble de tous les salariés du droit privé et des travailleurs indépendants, qui est la cible principale du Conseil en évolution professionnelle. Alors, on va interpeller notre salarié saisonnier à s'interroger sur les modalités et les différents types d'actions de formation. D'abord, le premier constat qu'on va l'amener à faire, c'est la transformation quasi radicale des modalités, des modes de formation. Donc, entre autres, liées à la crise sanitaire, qui a développé le distanciel d'une manière significative, mais il demeure encore des formations en présentiel, ou alors très souvent, il y a un mixte des deux. Souvent, le salarié, de plus en plus souvent, devra se poser cette question. Est-ce que je recherche une formation en présentiel, en distanciel, un mixte des deux, synchrone, asynchrone, encore des noms barbares qui sont finalement très simples. Synchrone, c'est simplement un formateur à distance qui édicte son cours en même temps que l'élève le suit. Et asynchrone, justement, ce n'est pas en instantané. Voilà, donc notre travailleur salarié, il aura aussi à choisir entre des actions de formation différentes telles que la VAE. Il pourra aussi être intéressé par un dispositif assez nouveau, récent, intéressant, qui s'appelle CLEA. Peut-être qu'il sera aussi intéressé par un bilan de compétences, peut-être sera-t-il temps pour lui d'envisager un point général sur ses compétences. Et puis, il aura accès aussi à tous les circuits dits classiques, connus, qui concernent les actions de formation. Allez, on continue et on va commencer par vous présenter la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Alors, on va poser des choses. La VAE, qu'est-ce que c'est? Si un petit rappel, parce qu'elle commence à être connue, la VAE occupe depuis 20 ans, exactement 2002, la VAE s'est fortement déployée. Grâce à elle, aujourd'hui, on valide de plus en plus une grande majorité de diplômes. Et pour vous rappeler en quoi elle consiste, pour que ce soit assez clair, on va poser les deux manières aujourd'hui d'obtenir un diplôme, et les deux chemins pour obtenir une certification. Traditionnellement, jusqu'ici, il existait la formation classique, c'est-à-dire je conçois des enseignements théoriques, éventuellement agrémentés de stages pratiques, et à la fin de mes mois d'études et de stages, je suis conduite à un examen qui me permettra donc d'obtenir une certification, quelle qu'elle soit, diplôme, titre, CQP,
selon l'organisme certificateur qui est responsable de la certification visée. Alors, les diplômes, ça concerne l'éducation, les ministères de l'Éducation nationale, de la santé et de l'enseignement supérieur. On rappelle aussi que les titres professionnels, ce sont ceux qui émanent du ministère du Travail, des chambres consulaires, des organismes de formation. Et enfin, les CQP, les certificats de qualification professionnelle, qui sont des formations qui émanent des branches professionnelles. Voilà un petit peu, c'était aussi l'occasion de brosser l'origine de tous ces diplômes. Alors, la VAE n'a plus rien à voir avec la formation. Cette fois-ci, la VAE, elle va permettre pour une personne de reconnaître son expérience et notamment de travailler, d'expliciter de manière la plus précise possible les compétences qu'elle a développées au cours de son activité et de les confronter au référentiel de compétences du diplôme visé. C'est André Chauvet qui le dit très bien et qui rappelle que la compétence, c'est ce que je déploie pour réussir mon activité au quotidien. C'est une belle définition, en plus qu'être l'ensemble des savoirs, savoir-être et savoir-faire. Alors nous, dans le cadre du CEP, on est très souvent interpellé par des demandes d'accompagnement sur des démarches VAE. Alors, ce PowerPoint, voilà, c'était pour aussi préciser que le cœur de la VAE, le cœur de cette démarche, c'est vraiment le match qui doit être élevé en termes de pourcentage, qui doit être le plus élevé possible, au moins à 70%, pour permettre à la personne de se lancer correctement et avec toutes les chances de réussir la validation de son futur diplôme. Alors, mais on n'a pas terminé. On va rentrer là maintenant, je vais attirer votre attention, on va se pencher vraiment de manière précise dans le déroulement d'une démarche VAE. Et vous allez voir à quel moment le CEP va intervenir. D'abord, la première étape dans le cadre d'une démarche VAE, c'est peut-être, et ce n'est pas la plus facile d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on est très très souvent sollicité à ce niveau-là, c'est d'identifier la bonne certification. Et oui, ce n'est pas aussi facile que ça y paraît. Pour identifier la bonne certification, c'est-à-dire pour la personne qui se pose la question, quel diplôme va correspondre aux compétences que j'ai développées dans mon activité quotidienne. À partir de là, cette personne, soit elle a suffisamment d'autonomie, elle pourra souvent avancer, creuser, avoir déjà plusieurs pistes de diplôme. Et elle pourra aussi trouver un appui du soutien au niveau d'un point relais conseil VAE. Alors, ces points, vous y avez accès, notamment sur le site officiel de la VAE, www.vae.gouv.fr. Et le rôle de ce conseiller va être effectivement de vérifier la pertinence de la démarche VAE pour la personne. Est-ce que la VAE est bien ce qui lui correspond? Peut-être qu'il y a une autre démarche qui lui conviendrait le mieux. Ou encore de bien vérifier, de bien identifier avec elle effectivement le diplôme qu'elle pourra valider grâce à son expérience. Donc, elle pourra avoir accès à ces points VAE et à ces points relais conseil VAE, et elle pourra aussi nous solliciter directement. Ça fait partie de nos prérogatives en tant que conseillère en évolution professionnelle. Voilà, on sait être aussi technique, on sait identifier les différentes certifications et notamment en se référant au site de France Compétences pour vous donner un petit peu plus de détails sur notre technique. Allez, donc je poursuis. Une fois que la certification, que la pertinence de la démarche VAE a bien été assurée, que la certification a bien été identifiée, il s'agit d'envisager la deuxième étape qui est de déposer une demande de recevabilité. Donc, ça concerne le livret A, si certains d'entre vous en ont entendu parler. Et
on va déposer cette demande de recevabilité auprès de l'organisme responsable de la certification visée, celui qui a la responsabilité du diplôme, qui l'a déposé auprès de France Compétences ou d'un autre ministère. Et ce qu'on appelle, et on l'appelle notamment l'organisme certificateur. Celui-ci va vérifier les grandes lignes de la pertinence de la démarche et va surtout vérifier les conditions d'accès, bien vérifier que la personne compte au moins 1 an d'expérience en lien direct avec le diplôme visé. Voilà, ça c'est un point incontournable. À partir de là, si la demande de recevabilité a été acceptée, on envisagera dès lors la 3e étape. Et il s'agira pour la personne, au candidat VAE, de se préparer à l'évaluation des compétences par le jury VAE. Alors, cette évaluation, elle s'appuiera sur un dossier d'analyse de l'expérience qui va être travaillé, qui constitue à peu près l'essentiel de cette 2e étape et qui sollicitera très souvent la nécessité d'un accompagnement. Cette évaluation, donc, elle reposera sur le dossier d'analyse de l'expérience, la mise en situation d'une personne, pas tout le temps, mais souvent il y en aura, et très souvent aussi un entretien avec le jury VAE. Hein. Encore une fois, pour cette phase-là, pour la préparation de ce dossier, faites-vous, c'est un conseil, l'accompagnement peut être très utile. Et prenez garde aussi, soyez attentifs au délai. Une démarche VAE, c'est une démarche chronophage qui prend du temps, qui demande beaucoup de réflexion, mais qui vaut la peine. Dans beaucoup de cas, elle permettra, après donc, cet examen du jury, une validation totale des acquis. Souvent aussi, il y aura une validation partielle qui conduira ensuite à un contrôle complémentaire. Ou parfois, malheureusement, il n'y aura aucune validation parce que dès le départ, il y a eu un mauvais repérage du diplôme ou il y a eu un mauvais matching ou une expérience qui n'a pas été assez explicitée. Voilà, c'est le jeu aussi de la démarche VAE. Voilà un petit peu pour cette première étape. Alors, on vient de voir la VAE. La 2e action de formation qui est à disposition aujourd'hui de tous les salariés du droit privé, salariés dont les salariés saisonniers et les travailleurs indépendants, c'est la certification CLEA. La certification CLEA, on commence à en parler déjà, ça fait plusieurs années qu'on en parle, elle émane des instances paritaires interprofessionnelles. CLEA, elle est partie d'un constat, à savoir que dans les entreprises, il existait un certain nombre de salariés qui n'avaient aucune qualification, ou voire très peu. Or, il s'avère que ces personnes sont souvent des éléments importants, des gens extrêmement compétents, souvent le ciment d'une équipe, des personnes qui compensent, très souvent, hein, ça nous est donné d'observer en entretien, des personnes qui compensent ce manque de diplôme. Et ces personnes, il s'agit de... cette certification leur permet, par exemple, en cas d'aléa économique, si un jour l'entreprise est amenée à déposer un bilan ou autre et que le salarié est amené à se retrouver au chômage, ces personnes se verront en grande insécurité sur le marché de l'emploi. Ce sont des personnes qui, malgré toutes leurs compétences et leur expérience en entreprise, auront un mal fou pour retrouver un emploi. Et la certification CLEA, c'est permettre entre autres à un futur recruteur de reconnaître leurs compétences, de pouvoir lire aisément les compétences de ces personnes. Alors, j'attire votre attention sur, peut-être connaissez-vous autour de vous des collègues ou des employés, si certains des RH sont avec nous,
qui pourraient être intéressés par Cléa. Cléa, on la présente sur une évaluation de points forts, c'est important. Et elle regroupe notamment 7 champs de compétences sur lesquels vont être évalués ces points forts. Le premier champ de compétences, c'est la communication en français. En 2 viendra l'utilisation des règles de base en calcul. En 3, l'utilisation de l'informatique et du numérique. En 4, on verra l'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe. En 5, on va vérifier l'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif, un objectif en entreprise. On va y arriver. En 6, on va évaluer la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie. Et en 7, on vérifiera la maîtrise des gestes et postures quant à l'hygiène et la sécurité. Voilà, un petit peu les 7 points importants qui vont être évalués sur Cléa. Alors, il existe un site que je vous recommande si vous êtes concerné et intéressé par Cléa. Il existe un site sur lequel je vous recommande d'aller, à partir duquel vous serez en mesure d'identifier les différents centres sur Marseille, sur la région, afin de rencontrer un conseiller Cléa, avec lequel vous ferez un premier entretien, il y aura un premier échange, un premier entretien d'explicitation. Il s'agira de déterminer avec lui donc les points forts de la personne va déterminer avec lui ses points forts plutôt, et selon cette évaluation, selon ce qui va ressortir de cet échange, naîtra dès lors un parcours de formation conçu individualisé, un parcours de formation individualisé conçu un petit peu à la carte, hein, c'est ce que veut dire individualisé, et qui permettra à la personne de renforcer justement ses compétences afin d'obtenir la certification Cléa. Voilà un petit peu pour cette certification qui a pris de l'ampleur quand même ces dernières années, mais qui manque peut-être de souffle à l'heure actuelle. Alors, cette fois-ci, on passe à la 3e action de formation, destinée à nos salariés saisonniers maintenant. Encore une fois, ils y ont droit. Ils ont droit au bilan de compétences. Alors, c'est connu le bilan de compétences, et en même temps, peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça. Alors, de manière globale, un bilan de compétences, qu'est-ce que c'est? De manière globale, un bilan de compétences va permettre de définir et analyser un projet professionnel en intégrant éventuellement un projet de formation. Et du coup, dans tous les cas, de toute manière, quoi qu'il arrive, le processus fondamental du bilan, ce sera de faire un point sur les compétences, les aptitudes et les motivations du bénéficiaire. Cela permettra du coup à une personne d'anticiper ou d'envisager une mobilité, une évolution ou une reconversion professionnelle. Dans d'autres cas, ça lui permettra d'envisager une validation des acquis de l'expérience. Et oui, le bilan de compétences est un espace privilégié justement pour travailler ce fameux matching, hein, cette correspondance maximale qu'il s'agit de rechercher entre les compétences qui constituent liées à l'expérience de la personne et encore une fois le référentiel du diplôme. Hein. Avec un bilan de compétences, on est vraiment à même de travailler cette logique-là. Et enfin, un bilan de compétences, on y pense moins souvent, mais ça peut être aussi très, très utile pour fixer les étapes stratégiques d'une évolution professionnelle, c'est-à-dire permettre à une personne de mieux se connaître, de mieux analyser ses atouts, pour pouvoir peut-être par la suite négocier auprès de sa RH, négocier une formation, négocier une promotion dans le cadre de sa mobilité interne. Alors, on va approfondir sur ce bilan. C'est une prestation qui est destinée à toutes les personnes qui sont en questionnement sur leur orientation professionnelle.
hein. Donc, salariés privés, travailleurs indépendants, demandeurs d'emploi, là, le bilan de compétences dépasse largement les frontières du CEP réservé aux salariés simplement. Il s'agit ça concerne absolument tout le monde et c'est un droit individuel. Là aussi, on attire votre attention, s'engager dans une démarche de bilan de compétences, c'est une démarche qui peut être assez longue. Prenez vos précautions, pensez à vous y prendre à l'avance. Voilà, c'est important tout ça. Alors, on va creuser un petit peu sur le bilan de compétences et vous préciser la manière dont il se déroule. La première chose sur un bilan de compétences, la première phase, ça va être l'analyse de la demande. Alors, écoutez, reformuler la demande du bénéficiaire et puis très souvent, dans bien souvent des cas, c'est écouter celle qui n'est pas verbalisée. Une fois que cette demande a été analysée, va être travaillée en entretien une réponse pertinente. Il y a un format de travail, des axes de travail qui vont se dégager et un parcours un petit peu qui va être contractualisé de manière officieuse entre le conseiller bilan et le bénéficiaire. Les modalités de déroulement du bilan seront aussi travaillées pendant cette phase d'analyse de la demande. La personne, une fois que cette première étape sera passée, sera effectuée, la personne va s'engager dans une phase d'investigation. C'est vraiment au cours de cette phase que la personne va pouvoir construire, approfondir, vérifier la pertinence de son projet professionnel, hein, le confronter à la réalité. Donc là, c'est différents outils, c'est de la recherche documentaire, ça peut être des stages, des PNFMB, ça peut être des entretiens professionnels. Voilà, c'est aussi peut-être pendant cette phase-là que la personne peut avoir accès à l'espace ressources du centre de bilan, bien d'autres choses encore. À l'issue de cette phase d'investigation, la personne pourra, à un moment donné, s'approprier, y voir de plus en plus clair dans son projet, s'annoncera alors la phase de conclusion du bilan. Ce sera donc cette phase de conclusion, elle comporte souvent plusieurs entretiens professionnels, hein, ou plusieurs entretiens où le conseiller bilan va soutenir la personne dans l'appropriation de ses démarches, hein. Va faire un point avec elle sur les résultats, sur ce qui est ressorti de son travail d'investigation. Et de là, va mûrir un petit peu. On va même employer le terme de maturation de projet, à partir duquel se mettra en place un plan d'action. C'est important, le plan d'action pour la suite. Il dépend directement de cette phase de conclusion et ça balise ensuite le chemin pour la personne à l'issue de ce bilan, le chemin qu'elle empruntera. Pardon. Voilà. Cécile, oui. je me permets juste de te dire qu'on a une question. Alors, je ne sais pas si tu souhaites y répondre maintenant ma chère ou en Carole. fin de présentation. On a une question sur le bilan de compétences. Oui. Tu veux que je te la pose maintenant? Ou peut-être on la voit. Est-ce que la personne est pressée? Est-ce qu'elle peut rester jusqu'à la fin? On ne sait pas. On voit toutes les questions à la fin? Ok. Très bien. Sachant qu'il est 11h30, je te le dis pour information. D'accord, merci. Non, on va peut-être traiter la question maintenant. Alors, pardonne-moi, Carole. Excuse-moi. Non, non, pas de souci. C'était juste pour que tu aies une notion de temps. Il nous reste une demi-heure en fait. Donc, dis-moi ce que tu préfères. Allez, on va la traiter maintenant. Excuse-moi pour ces allers-retours. C'est Alors, plus simple. la personne demande si on peut faire un bilan de compétences en arrêt maladie, si c'est possible, et dans ce cas-là, s'il faut l'accord de l'employeur. Oui, il est possible de faire un bilan de compétences sur un arrêt maladie.
alors, là, l'accord de l'employeur, alors là, j'avoue, je n'ai pas la réponse tout de suite à cette question, Carole. Par contre, est-ce qu'il est possible de prendre ces données? Je vais vérifier un point. Il est possible de faire un bilan de compétences pendant un arrêt maladie. Après, effectivement, on est dans une situation délicate vis-à-vis de l'employeur. Donc, il faudrait voir ce qu'il est possible au texte des lois. Est-ce qu'il est possible de prendre le mail de la personne et je chercherai précisément la réponse par la suite. C'est jouable de procéder de cette manière? Oui, ou si tu veux, je peux apporter la réponse si tu le souhaites. Vas-y, Carole. Donc, il est Aide-nous, tout à fait aide-moi. possible de faire le bilan de compétences en arrêt maladie et dans ce cas-là, il n'y a pas nécessité de demander l'accord de l'employeur. Le bilan se fait Parfait. dans le cadre de ce qu'on appelle le hors-temps de travail. Il faut juste s'assurer que voilà, l'arrêt maladie n'a pas d'impact, en tout cas ne limite pas la possibilité de faire le bilan de compétences. Ok. Merci à On la a une personne. autre question, mais je me demande si ce n'est pas par rapport à la suite, puisque la question est quelle différence avec un parcours classique? Donc, soit si la personne veut bien préciser la question ou nous dire si c'est en rapport avec la suite, c'est-à-dire la formation dite classique. Alors, on attend de voir si la personne peut préciser ouais. sa question. Bon, a priori, je n'ai pas de précision pour l'instant, donc peut-être qu'on va laisser le temps à la personne de préciser sa question et puis je te laisse continuer du coup, Cécile. Tout à fait. Allez, on va faire comme ça. Ma chère Carole, je suis contente que tu te manifestes. J'ai quand même oublié de te présenter au début du PowerPoint. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, voilà, Carole de Lampugnani, c'est la manager de service du CEP, du Conseil en évolution professionnelle PACA. Pardonne-moi, ma chère Carole, je suis navrée pour cet oubli. Pas de souci, Cécile. Et entre-temps, donc la personne a précisé qu'elle voulait parler de la différence entre un demandeur d'emploi classique et un saisonnier. Alors, mais tout simplement, un saisonnier, c'est une personne qui a choisi un rythme, qui aura un contrat de travail ou un rythme de travail lié aux saisons. Donc, c'est une personne qui va être recrutée en emploi dans le cadre d'un CDD, très souvent. Paradoxalement, contrairement au CDI qui est très connu au niveau des salariés. Un demandeur, donc, on va demander à ces salariés saisonniers dans le cadre de leur travail à durée déterminée, de souvent rester inscrit à Pôle emploi. Un demandeur d'emploi reste une personne pour les deux extrêmes, pour bien expliquer, reste une personne qui n'a pas d'emploi, qui est donc inscrit, qui perçoit des indemnités, qui est donc inscrit à Pôle emploi, qui est en recherche d'emploi. On a apporté un peu plus de clarté, on a clarifié. Oui, je pense. Et on a une précision aussi par rapport à la question tout à l'heure sur le bilan de compétences hors temps de travail. Il est dit qu'en arrêt maladie, on a des heures de sortie et qu'il faut évidemment respecter ces heures de sortie lorsqu'on réalise le bilan de compétences. Tout à fait, voilà. Tout à fait, absolument. Bien. Alors du coup, on va continuer sur la formation dite classique. Bien évidemment, là maintenant, je vais traiter, on a vu des actions de formation spécifiques qui s'adressaient aux salariés saisonniers et à l'ensemble des salariés du droit privé et travailleurs indépendants. Et bien évidemment, ils ont aussi accès à une formation classique, c'est-à-dire qui conduit à une certification qui peut être reconnue par l'État ou non, ou une formation qui va permettre l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences de cette certification. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de blocs de compétences? Donc, c'est un phénomène assez récent
on va vraiment pas s'attarder dessus, mais ça date de la loi 2018, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui aujourd'hui permet l'obtention de diplômes par parcellisation, de manière parcellaire et progressive. Ça permet, entre autres, ce qu'on appelle aussi l'individualisation des parcours. Donc, pour une personne, un demandeur d'emploi, un salarié, c'est s'engager dans une action de formation et commencer par la validation d'un bloc. Et puis, un peu plus tard, la personne va retourner travailler, etc. Et puis, un peu plus tard dans le temps, il y aura la validation d'un deuxième bloc. Et ainsi de suite, jusqu'au troisième, en général, c'est 3, pour l'obtention du diplôme final. Encore une fois, c'est lié à quelque chose qui est important, sur lequel travaillent beaucoup de centres de formation aujourd'hui, qui est l'individualisation des parcours. Alors, cette offre de formation classique, outre la certification sur laquelle elle conduit, cette certification, elle va aussi permettre de bien vérifier, de mieux comprendre l'offre de formation, en vérifiant bien que le centre de formation, digne de ce nom, bénéficie d'un numéro d'activité actif et doit répondre aux exigences du décret qualité. Tous les centres de formation sont aussi tenus de réaliser un positionnement préalable. C'est important. Donc, quand je choisis une formation, je repère bien l'offre de formation et je commence à distinguer tous les critères que je viens d'énumérer. Un positionnement, ce terme barbare, signifie tout simplement, pour un candidat qui est intéressé par une formation, on va l'évaluer, vérifier au préalable. En général, ça se traduit souvent par un entretien de motivation, quelques tests de sélection. On va évaluer son niveau, au moins vérifier qu'il soit en mesure de suivre, qu'il ait les prérequis nécessaires au suivi de cette formation. Voilà. Alors, je continue. Maintenant, on va se poser la question, après avoir évoqué toutes ces formations, se pose la question du financement. Il y a 2 sortes de financement, le CPF, le compte personnel de formation, et le projet de transition professionnelle. Ces 2 financements sont à la main du salarié. Il va y avoir une deuxième catégorie de financement qui sont à la main de l'employeur, à savoir le plan de développement des compétences, la PROA et le FNE formation. Allez, on va vous demander de vous rapprocher de Pôle emploi, essentiellement. Et pour les salariés, on vous demandera de vous rapprocher de nos services. On continue. Je vais aller assez vite maintenant sur le compte personnel de formation qui commence à être très, très connu. Donc, c'est ce fonds dont dispose, qui a été monétisé, qui s'origine dans le DIF. Aujourd'hui, tous les salariés du droit privé peuvent en disposer. Ce compte personnel de formation, il est alimenté à hauteur de 500 € par an. Il pourra atteindre jusqu'à 5 000 €, un plafond de 5 000 €. Donc, il va permettre, ce compte personnel de formation, à partir du compte, mon compte formation, sur lequel la personne va créer, le salarié va créer son compte, va permettre de financer tout simplement, ça se fait en quelques clics, d'engager donc vraiment son CPF, c'est une opération très simple, de suivre des formations certifiantes reconnues par l'État, des formations informatiques, linguistiques, certains permis, la validation des acquis de l'expérience, les bilans de compétences et la formation à la création ou reprise d'entreprise. Toutes ces formations sont identifiables dans le bandeau déroulant du CPF. Là, c'est la conseillère en évolution professionnelle qui attire votre attention. Constamment, on est sollicité sur le CPF et justement
pour aider les personnes à choisir leur formation. Les salariés aujourd'hui, saisonniers et tout le reste, se retrouvent face à un marché de la formation qui est énorme. Lorsque vous êtes sur le point d'utiliser votre CPF, vérifiez, pensez au préalable, prenez les précautions d'appeler, de comparer les offres de formation. Pourquoi un bilan de compétences coûte par exemple 1 500 €? Pourquoi un autre va en coûter 2 600 €? Il y a des bonnes raisons pour ça, hein, et je remets aucunement le professionnalisme de tous les prestataires de formation, loin s'en faut. Mais il s'agit de comprendre comment les formations sont construites, comment les modalités sont mises en jeu. Voilà. J'ai pris ce petit temps, Carole, tu m'excuses, parce que c'est vraiment un point qui me tenait à cœur et sur lequel on est constamment sollicité, très, très souvent. Allez, je continue vite parce qu'il va nous manquer du temps. Le projet de transition professionnelle. Donc, c'est un bel outil, un beau dispositif donc, qui permet à tous les salariés du secteur privé en poste, selon des conditions d'ancienneté en tant que salarié dans l'entreprise, qui va déterminer leur éligibilité, de reconversion pédagogique de la formation et de leur permettre d'assurer, de percevoir une rémunération pendant toute la durée de cette formation, hein. C'est la nature de la prise en charge financière du PTP. Sachant que si cette formation est basée sur le temps de travail, si cette formation est basée hors temps de travail, elle ne donnera pas lieu à la prise en charge d'une rémunération quotidienne par transition pro-PACA. La condition pour mobiliser le projet de transition professionnelle, c'est que cette formation devra être absolument certifiante, attester de la validation d'un diplôme ou de différents blocs de compétences. Voilà, un petit peu le PTP. Le PTP notamment est consultable sur le site de l'ancien FONGESTIF Transition Pro PACA, si vous voulez plus de détails, à tous les salariés qui nous écoutent. Cette fois-ci, on embraye avec tous les financements qui, cette fois-ci, sont à la main de l'employeur. La première chose concernant les financements à la main de l'employeur, c'est le plan de développement des compétences, en lien avec l'OPCO ou non. Qu'est-ce que c'est le plan de développement des compétences? C'est un budget qui est alloué à la formation en interne de l'entreprise et qui va concerner la majorité de ses salariés. Si une entreprise fait plus de 50 salariés, il y aura de fortes chances pour qu'elle finance son plan de financement par elle-même. Si l'entreprise a moins de 50 salariés, elle sera soutenue notamment par l'opérateur des compétences auprès duquel elle cotise. Voilà le plan de développement des compétences qui est la première source de financement de la formation liée à l'employeur. Il y a un deuxième dispositif qu'on appelle la PROA. PROA comme promotion par alternance. C'est aussi là une mouture, une toute nouvelle mouture qui émane de la loi Avenir professionnel de 2018. La PROA, c'est par exemple un poste qui est déterminé en interne, sur lequel sont candidats différents salariés en interne. Et selon les recrutements, un va être choisi pour suivre une formation en même temps qu'il prendra petit à petit les fonctions de ce nouveau poste, hein. Donc la PROA, c'est vraiment une évolution en interne à l'entreprise. Donc le salarié suivra une formation en alternance et le reste du temps commencera à s'accaparer, prendre ses marques sur le nouveau poste qu'il occupera. Attention, la PROA, elle ne s'adresse qu'aux salariés qui sont détenteurs d'un diplôme inférieur à la licence, hein, pour la petite histoire. Et nous voilà sur le FNE Formation, le fameux. Alors, le fonds de financement qui émane directement du plan de relance issu de la crise sanitaire depuis l'année dernière. La première mouture, elle est apparue en juillet 2020. Le FNE Formation permet
Pour toutes les entreprises en activité partielle longue durée, qui se sont déclarées auprès de la Directe, et aussi les entreprises en difficulté, permet aux salariés volontaires de financer, par exemple, des formations qu'ils souhaitent, qu'ils ont choisies. Ça peut prendre en charge des financements de bilan de compétences, justement, des accompagnements VAE. Ça peut prendre en charge aussi le financement de formations certifiantes. Ce FNE formation, il s'est vu doté, alors qu'il était déjà pas mal pourvu, il s'est vu doté de 500 millions d'euros supplémentaires depuis le 15 janvier dernier notamment, parce qu'il vient soutenir directement un nouveau dispositif d'ampleur nationale qui s'appelle Transition collective, Transco. Alors, Transco, à la différence du premier dispositif qui concerne simplement le FNE formation, Transco, c'est une volonté nationale d'éviter des licenciements massifs et permettre à un employeur de prendre, dans le cadre d'un accord cadre, de s'engager dans une démarche de GPEC, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et de déterminer en interne, avec l'aide de prestataires externes, entre autres, les postes menacés, fragilisés, et sur lesquels les salariés qui occupent ces postes se verront proposer sur volontariat. Ça, c'est très important. Si ces personnes sont volontaires et assument leur désir de reconversion professionnelle, ces salariés qui occupent ces postes fragilisés se verront proposer un parcours de formation qui les conduira sur des métiers porteurs dans la région dans laquelle ils se situent, ils habitent. Encore une fois, donc, ce dispositif est d'ampleur nationale. Voilà pour Transco. Cette formation sera intégralement prise par l'État, j'assiste, et si possible, éventuellement, elle sera aussi certifiante, histoire de sécuriser au maximum le parcours de la personne. Voilà. Allez, il nous reste quelques minutes pour vous présenter l'organisme pour lequel je travaille. Je suis tenue au quotidien, tous mes collègues, tous les conseillers en évolution professionnelle en France sont tenus au principe de gratuité, au principe de confidentialité, au principe de neutralité. On va veiller à l'accessibilité de tous aux services, c'est selon des modalités. Si la personne ne peut pas se déplacer, on va procéder par téléphone, par webcam. On reçoit aussi les personnes en présentiel, bien évidemment. Et enfin, pour terminer, on sera tenu aussi au principe d'impartialité. Voilà, c'est important. Et encore une fois, c'est important de comprendre ce qui nous sommes une mission de service public, ni plus ni moins. Voilà, donc on existe depuis le 1er janvier 2020. J'ai eu la chance de faire partie de cette belle aventure. Alors, le conseil en évolution professionnelle, ça permet donc, comme je viens de le faire maintenant, de vous apporter donc un point, de vous permettre de vous faciliter à faire un point sur votre situation, vous informer, et puis on est toujours plus fort à deux. Ça vous aide à formaliser et à mettre en œuvre votre désir, votre projet d'évolution professionnelle. Encore une fois, on ne se permettra jamais de juger quelconque projet. N'oubliez pas, principe de neutralité. Voilà. On accompagnera tous vos projets de changement de métier, tous vos projets de recherche d'emploi, vos projets d'acquisition de compétences, de formation, votre projet de validation des acquis de l'expérience. Et on accompagne aussi les projets de création. On informe beaucoup et on soutient beaucoup sur les projets de création d'entreprise. Ça fait partie également de nos fonctions. Alors, le conseil en évolution professionnelle, il se distingue aujourd'hui en 5 opérateurs principaux. Donc, moncep.org, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est donc mon service actuel, donc qui s'occupe des salariés et des indépendants, et les salariés saisonniers.
Il y aura aussi Pôle emploi, bien sûr, qui est donc le conseil en évolution professionnelle apporté par Pôle emploi auprès des demandeurs d'emploi. Il y aura aussi le conseil en évolution professionnelle apporté par l'APEC vis-à-vis des cadres, le réseau des missions locales vis-à-vis des moins de 26 ans, et enfin Cap emploi pour les personnes en situation de handicap. Alors, pour qui un numéro public unique, national, le 09 72 01 02 03. Je vous invite à le faire si vous souhaitez prendre rendez-vous très prochainement avec un conseiller en évolution professionnelle, que vous soyez actif, occupé en emploi dans le secteur privé. Les actifs occupés, c'est-à-dire par exemple les personnes à la retraite qui ont un petit peu de temps de travail, les personnes qui soutiennent des étudiants en entreprise, les tuteurs et autres, les personnes en apprentissage également. Et le 3, donc les actifs occupés, qui souhaitent conserver l'opérateur régional lorsqu'il change de statut en cours d'accompagnement. Bien évidemment, ce n'est pas parce qu'ils ont changé de statut qu'on va s'interdire de les accompagner. Et notamment, on pense aux fins de CDD, les fins de mission intérimaires et les démissions. J'ai bientôt terminé. C'est bon, on est dans les temps. Carole, je ne t'entends plus. Alors, dans la région PACA, on compte à peu près 25 sites. Donc, vous voyez tous les petits points, Digne, Gap, Saint-Laurent-du-Var, Nice, dans la région, dans le département des Bouches-du-Rhône aussi, Arles, Salon de Provence, Martigues. Vous en compterez 22, il y en a plusieurs dans les grandes villes comme à Marseille, Marignane aussi. Voilà un petit peu où on se situe sur le territoire. Et là, enfin, donc important, qui porte le conseil en évolution professionnelle en PACA? Alors, c'est le CIBC Alpes-Provence qui est porteur du projet, du conseil en évolution professionnelle sur la région. Et il dirige à ce titre tout un groupement qui se compose de 8 co-traitants qui dispensent le service sur l'ensemble du territoire. Donc, ces co-traitants, ce sont le CIBC du Var, la chambre des métiers, PACA, la chambre des métiers de l'artisanat, pardon, en PACA, la chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence, qui est mon employeur, entre autres, la chambre de commerce et d'industrie Côte d'Azur, la chambre de commerce et d'industrie du Var, la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles et aussi l'association Envergure qui nous accompagne dans cette aventure. Voilà, encore une fois, pour me faire pardonner de ne pas t'avoir présenté tout à l'heure, Carole est la manager de service de l'ensemble de tout le CEP en PACA, avec laquelle on a le plaisir de travailler régulièrement. Donc, encore une fois, sur l'offre détaillée du CEP, donc on s'adapte. À partir du moment où vous avez exprimé une demande, qu'on a le sentiment d'y répondre, on vous apportera un accompagnement multimodal à la carte, un conseil vraiment personnalisé, adapté à vos besoins. Ça pourra commencer très souvent par un accueil, une information de premier niveau, sur une phase qui durera à peu près 2 mois, qui va répondre à une première demande, un premier flux. Et puis, il s'avère qu'après ce premier entretien, cette première demande, eh bien, vous aurez besoin d'un accompagnement un peu plus approfondi, par exemple. Et à ce moment-là, il sera possible de pousser cet accompagnement sur une série en moyenne, 4 entretiens. Ça peut être que 3, ça peut être 5, ça peut être 6 parfois. Mais cette phase-là ne durera que 6 mois. Et à l'issue de ces 2 phases, s'en ouvrira une troisième qui durera cette fois-ci 18 mois et qui permettra de veiller aux aléas, s'il y en a, concernant votre projet, ou de veiller à la mise en œuvre du projet. Voilà, pour terminer la présentation du CEP, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, 09 72 01 02 03, du lundi au vendredi de 8h à 19h. Au grand plaisir de vous retrouver prochainement, et même le samedi de 9h à 12h. Voilà, j'en ai terminé.
Nous sommes arrivés à la fin, 11h57. J'ai débordé un petit peu, pardonnez-moi. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires ou pas? Si, juste par rapport à cette question de tout à l'heure, concernant la différence. Ah, Carole, pardonne-moi. Carole, excuse-moi, pardonne-moi. J'ai Robocop là. Je suis désolée. Ouais, Carole, il faut que tu te déconnectes, tu as une voix robotique là. Ok, je reviens à tout de suite. Tu peux me le relayer sur la question chat ou... Ouais. Je regarde, mais pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Donc, effectivement, si vous avez... Alors. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser. Vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, mais tu es toujours en voix robot, tu es parti et revenu. Ouais, le problème, c'est que ça va arrêter l'enregistrement, tant pis.